Cet après-midi, on va pousser un peu plus l'apprentissage d'After Effects. Hier, on a surtout vu les notions, l'interface, quoi cliquer. Là, maintenant, on va passer un peu plus à la création graphique et surtout voir en termes de workflow. Parce que du coup, ce qui serait parfait, c'est que pour le prochain cours, que vous ayez tous vos assets qui soient terminés. D'accord? C'est-à-dire vos personnages, vos décors, etc. Et donc, du coup, par rapport à la création d'assets, il y a quand même quelques petites choses qu'il faut anticiper par rapport à votre storyboard. Et du coup, on va voir ça. Et après, on va voir comment les importer dans After Effects. Et après, on va voir ensuite quelques différentes techniques d'animation pour commencer, quoi. Donc, dans un premier temps, quand vous faites vos animations, pas comme moi hier par exemple, où vous avez vu que je suis parti un peu dans tous les sens parce que forcément, je n'avais pas d'objectif de production, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez fini votre storyboard, vous allez voir qu'il y a des éléments qui vont être récurrents d'une case à l'autre. Par exemple, un décor, un paysage, le personnage, un véhicule, etc. Et donc, du coup, je vous invite par exemple également à anticiper vos animations. Donc, si par exemple, dans votre animation, vous précisez qu'on a un mouvement qui va du haut vers le bas, ou par exemple, soit un décor qui continue vers la gauche, vers la droite, n'hésitez pas à anticiper à faire des scènes plus grandes. D'accord? Donc là, moi, par exemple, je sais que ma scène de base, elle va être ici, 1920 par 1080. Donc, volontairement, je suis venu l'agrandir sur la hauteur, parce que du coup, moi, après, dans After Effects, je vais avoir un mouvement de caméra qui part du ciel pour descendre jusqu'à ma prairie. D'accord? Et du coup, pareil, par exemple, en admettant que on va avoir un mouvement qui va du haut vers le bas, et après, on va peut-être avoir un mouvement qui va de la gauche vers la droite. Donc là, je vais utiliser directement dans Photoshop, je vais venir anticiper ça, donc je vais venir agrandir mon ciel. Et pareil, là, on va utiliser, parce que ça va marcher, ça va me faire n'importe quoi, le generate de Photoshop. Voilà. Celui-ci est pas mal. Une fois que vous avez ça également, du coup, ce qui est important aussi dans Photoshop, et également dans Illustrator, on le verra après, c'est que là, vous voyez, du coup, j'ai bien un calque, donc là, on va les fusionner. J'ai bien un calque pour, du coup, ma prairie, un calque pour le ciel, d'accord? Et là, on va venir, hop là, faire ça, remove background, hop, 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 stop. Okay. Tolérance, on va mettre ça à 30. Voilà, tac. Donc l'idée, c'est à vous, justement, en premier temps, d'anticiper dans la création de vos assets. Donc c'est-à-dire d'avoir tous vos éléments qui vont être séparés. De même, par exemple, si on le verra après, dans Illustrator, pour mon personnage, volontairement, je vais avoir du coup un calque qui va contenir uniquement ma tête, un calque qui va contenir uniquement mon corps. Pareil aussi, si on le verra après pour le rigging, hein, pareil pour les biceps, les coudes, les cuisses et les mollets. Et l'idée, c'est que vous voyez, à chaque fois, j'ai bien un calque qui contient chacune des parties du corps. Donc ça, que ce soit un personnage, que ce soit un paysage, ça va être la même logique. Si vous savez que vous allez avoir du coup différentes animations à différents niveaux, pensez à les séparer en amont dans Photoshop et dans Illustrator. Donc là, on va dire que moi, je suis assez satisfait de mon paysage, donc on va l'enregistrer, on va l'appeler Flore, hop là, démo, hop là. Ensuite, du coup, dans After Effects, donc là, on va juste faire un peu le ménage. C'est affiche, tac, 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 histoire qu'on y voit un peu mieux ce qui se passe. Donc là, une fois dans After Effects, maintenant, je peux faire un double-clic dans ma fenêtre de projet. Automatiquement, il va ouvrir ma fenêtre d'import. Là, je vais pouvoir aller sélectionner, du coup, mon fichier PSD Flore Demo. Alors là, attention à les paramètres d'import. Ici, vous avez une petite fenêtre Import As. D'accord? Donc, Import As Footage. Donc, de base, il va venir compresser mon fichier PSD en une seule image. Donc, c'est comme si j'apportais un fichier PNG. Moi, ce que je veux, c'est que je veux garder mes dunes et je veux mon ciel qui soit séparé. Donc, pour ça, je vais venir cliquer sur Composition, Conserver la taille des calques, Retain Layer Size. Une fois que vous avez cliqué dessus, on va cliquer sur Ouvrir. Vous voyez que, alors des fois, ça, il affiche, des fois, ça, il affiche pas. Mais globalement, c'est la même option que je viens de vous dire. Donc, on retrouve Composition, Footage. Donc, si on veut importer ça comme une image aplatie, ou si on veut justement avoir les calques qui vont être séparés. Donc, nous, on précise bien Composition, Retain Layer Size. Et la seule différence entre composition et composition layer size, en fait, c'est que quand vous avez un objet, par exemple, là, si je le sélectionne mes dunes, on est d'accord que là, c'est bien sa zone de sélection. D'accord? Si j'avais cliqué sur composition, la zone de sélection de ma prairie, elle ferait la taille de ma zone de travail. Et des fois, pour cliquer, c'est pas très évident. Surtout, par exemple, sur mon personnage, plutôt que d'avoir une zone de sélection pile poil
autour de mon élément, j'aurai une sélection qui va faire ma matériau de travail. C'est-à-dire que j'aurai un tout petit bout, un tout petit calque et plein de vides autour. Donc c'est un peu chiant qu'on va venir cliquer après parce qu'automatiquement, on va tout le temps sélectionner le calque qui est au-dessus. Donc là, je clique bien sur Composition, Retain Layer Size. Et généralement, Editable Layer Style, lui, on peut le laisser cliquer. Donc c'est les styles de calque, tout ce qui est biseau estampage, ombre interne, lueur externe, etc. On peut les importer de Photoshop vers After Effects. Donc là, je valide. Vous voyez qu'automatiquement, quand j'ai validé, il a créé une précomposition qui contient mon image. D'accord? Donc là, je peux venir double-cliquer dessus pour entrer à l'intérieur. Juste, attention. Nous, on va venir travailler dans une scène qui est en 1920 par 1080. Là, volontairement, si je fais clic droit, paramètres de composition, on voit bien que j'ai des dimensions qui sont plus proches de la 4K. D'accord? Donc là, moi, volontairement ici, je vais venir dire non, les bonnes dimensions sont 1920 par 1080. Et vous voyez que là, forcément, j'ai toute ma zone, tous mes calques sont en dehors. Donc là, je peux venir les sélectionner, les repositionner. Et donc, du coup, l'intérêt avec ça, c'est que maintenant, je les anime du haut vers le bas. On a cette sensation d'avoir un mouvement de caméra qui descend. Et pareil aussi également de la gauche vers la droite. Imaginons que je veux faire comme si j'avais mon véhicule qui se déplaçait. Je vais venir animer le background. Est-ce que jusque-là, ça va? Ouais. Bien lancé. Ah ouais, normalement, ça enregistre. Ouais, ouais, ça enregistre tout. Ouais. C'est mon joli icône ici OBS et tout. Donc là, une fois qu'on a fait votre import, on a maintenant du coup mon background qui est bien positionné. Donc là, on va faire une première animation. On part du ciel, on va commencer à descendre. Donc là, ce que je peux faire, c'est que soit je complique la vie et je mets des images clés sur tous les calques en même temps. Mais techniquement, si après je vais la modifier, ça veut dire que j'aurai sur ces 3 calques, d'ailleurs il y a un calque en trop là qui sert à rien. C'est celui-ci. Tac, voilà. Ça. Pardon, donc là, c'est soit je mets des images clés sur mes 2 éléments qui se déplacent du haut vers le bas, ou bien ce que je peux faire, ça va être faire un lien de parenté. Du coup, c'est-à-dire animer un seul élément et le deuxième va venir suivre son mouvement. Pour ça, vous avez la colonne parent et lien. D'accord? Donc je peux dire par exemple à ce calque-là qui est ma plaine, pour ça les renommer, on va l'appeler ciel. Donc je peux dire par exemple, je veux que le ciel soit, que ma plaine soit reliée à mon ciel. Donc là automatiquement, les deux sont liés. Donc maintenant quand je viens venir sélectionner mon ciel, on voit bien que j'ai bien les deux qui se déplacent en même temps. Donc maintenant ça veut dire que sur le ciel, je vais venir pouvoir mettre une image clé. Donc si vous vous souvenez, on ouvre la petite flèche qui est juste avant le mot ciel. Là, je vais avoir la propriété de transform, comme on a vu, qui sont universelles. Et donc là, on va venir animer la position. Donc on va mettre une première image clé sur la position. Je vais faire du coup un drag and drop pour qu'on parte du ciel bleu. Donc même plutôt le partir du coin, comme cela. Je vais venir avancer dans le temps et je vais venir du coup descendre, faire remonter ma plaine, pardon. Donc là maintenant, j'ai bien une première animation de ma plaine qui descend, qui arrive. Donc là, elle arrive un peu vite. Donc rien ne vous empêche de venir prendre la deuxième image clé, de venir l'espacer, pour venir réajuster le temps et la vitesse d'apparition de vos éléments. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, actuellement, on n'a qu'une seule image clé, mais on a bien 2 calques qui se déplacent. D'accord? Et ça, justement, je peux faire autant de liens de parenté que j'ai de calques. Donc, par exemple, dans mes téléchargements, j'ai... Je ne l'ai pas enregistré, c'est pas grave, on va le retélécharger. Donc là, j'ai le logo BNGery, on va faire enregistrer sous. Tac, tac, enregistrer, hop, on va tout ouvrir. Donc pareil, donc là, tout à l'heure, pour l'import, on a fait un double-clic pour importer. Mais rien ne vous empêche également de prendre l'image en question et de faire un drag and drop directement dans la précomposition. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, il apparaît directement. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais que quand j'ai ma caméra qui descende, j'ai bien le logo BNGery qui reste dans le ciel et la caméra qui descend vers le bas. Donc pour ça, tout simplement, si je me remets au début de mon animation, là j'ai bien mon logo BNGery, je peux venir réduire un peu son échelle, le replacer au centre de mon écran. Donc là maintenant, simplement, je vais juste faire un lien de parenté de mon logo vers mon ciel qui contient mes images clés. Et là maintenant, j'ai bien un mouvement global de mes 3 éléments.
D'accord? Donc, pensez tout le temps à utiliser des liens de parenté. Si vous avez un objet qui se déplace et un deuxième objet qui se déplace à la même vitesse ou en même temps, plutôt que de faire un deuxième jeu d'image clé, faites des liens de parenté pour gagner du temps. Et surtout, par la suite, quand on va venir réajuster les timings ou les vitesses, ce sera toujours plus simple à contrôler que d'avoir plein d'images clés à ajuster. Donc là, maintenant, si je mets play... Oui? Non, c'est bon. OK. Là, si je mets play, j'ai bien mon début d'animation. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, j'aimerais du coup rajouter des nuages. Forcément. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez dans Illustrator, vous faites une nouvelle précomposition, vous faites vos nuages. Donc là, si je clique sur P, je crois qu'ils sont comme ça, les nuages en leur vidéo de Ben Jerry, c'est des trucs un peu fluffy et tout. Voilà. Donc là, vous y passez un peu plus de temps. Hop, 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 voilà, c'est magnifique nuage. Donc là, maintenant, quand on n'a qu'un seul élément, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites des nuages de différentes formes et après vous les importez, d'accord? Par contre, attention, vous voyez que là, je n'ai qu'un seul calque. Ça veut dire que quand je vais venir importer ce fichier Illustrator dans After Effects, mes deux nuages seront sur le même calque. Moi, je veux qu'ils soient sur deux calques distincts. Parce que j'en veux un qui se déplace vers la gauche, le deuxième peut-être qui se déplace vers la droite. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est que, comme dans After Effects, dans la fenêtre de calque, vous avez un petit plus. Automatiquement, il va me créer un nouveau calque. Je vais prendre mon deuxième nuage. Je vais faire un commande X, sélectionner le nouveau calque, un commande V. Et maintenant, j'ai bien un calque pour chaque élément. Donc ça, je vais venir les placer au centre de la précomposition, comme cela. On va juste leur emmener leur contour noir. Comme ça. Donc là, forcément, comme c'est sur blanc, on ne voit pas très bien. Donc là, maintenant, je vais venir enregistrer ce fichier Illustrator. Tac, on va l'appeler Cloud, là. Et enfin, maintenant, du coup, dans After Effects, je vais faire un double-clic pour importer, sélectionner mon fichier Illustrator. Pareil, vous voyez qu'on retrouve l'option Import As. Là, je précise composition, parce qu'on veut les éléments séparés. Je valide. Vous voyez que là, maintenant, du coup, il m'a créé une nouvelle précomposition qui contient mes deux calques Illustrator. Donc après cela, je peux venir les sélectionner, faire un CTRL-C, tout simplement, et venir les coller ici. Donc là, maintenant, je vais venir les positionner dans ma scène, comme cela, par exemple. Et par contre, maintenant, on voit bien que quand je mets play, les nuages restent statiques. C'est parce que je n'ai pas fait de lien de parenté. Donc là, je sélectionne mes deux nuages, et je vais venir faire un lien de parenté vers mon ciel, qui contient du coup mes images clés. Et cette fois-ci, quand je vais venir remettre play, on a bien tous les éléments qui se déplacent en même temps. Donc du coup, après, rien ne m'empêche de prendre ces deux mêmes calques, avec CTRL-C ou CTRL-V, ou commande D pour dupliquer, donc CTRL-D. Voilà. Je vais venir pouvoir du coup les placer à différents niveaux dans mon animation, par exemple, comme cela. Ça, vous voyez, ça donne vraiment... Lui, on va le mettre derrière la prairie, comme cela. Et maintenant, quand je replay, vous voyez, j'ai bien ce début d'animation. On a bien ce parallaxe qui descend. Et si après également, si vous vous souvenez, notre scène, on n'a pas que fait en hauteur, on l'a également agrandi sur la largeur, sur l'horizon. Donc maintenant, rien ne m'empêche, une fois que je suis arrivé à ma deuxième image clé, d'avancer un peu dans le temps, par exemple, de prendre mon ciel et de venir, du coup, le déplacer vers la droite. Comme ça, maintenant, ça donne l'impression qu'on a la caméra qui descend. Et après, on peut avoir un deuxième dans la caméra qui continue de la gauche vers la droite. Si vous voulez, par exemple, mettre une petite pause entre les deux, eh bien, rien ne vous empêche. Donc là, on est d'accord que j'ai bien 3 images clés pour 3 positions. Première image clé, c'est on est en haut dans le ciel, d'accord? Deuxième image clé, on arrive en bas. Troisième image clé, on part à droite. Moi, j'aimerais du coup introduire un temps mort à la suite de la deuxième image clé. C'est-à-dire que la caméra descend, on a quelques secondes, et après, on repart à droite. Donc pour ça, tout simplement, si je prends ma deuxième image clé, que je la duplique, avec CTRL-C, CTRL-V, et que là, j'espace un peu le temps, bah forcément, comme ces deux valeurs sur mes deux images clés sont identiques, alors c'est-à-dire que là, il descend, ici, il va de la même position, donc il va être statique, avant de repartir sur la nouvelle position. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Parce que là, par exemple, le nuage, Là. ça. Complètement. C'est que comme là, par exemple, là, j'ai mon nuage, donc là, par exemple, si on veut faire
Là, commande Y. Commande Y. Ah, ouais. Là, si on fait, je sais pas plus, voilà. Là, vous voyez, j'ai complètement modifié mon nuage. Si vous faites commande S, de manière automatique, il va venir se mettre à jour. Pareil aussi avec les PSD, le PSD va se mettre à jour. C'est que comme c'est interconnecté, vous voyez que là on a bien l'icône d'Illustrator, donc automatiquement ça va se mettre à jour. Donc là on a vu à chaque fois la même méthode d'import, c'est-à-dire qu'on va venir exporter un fichier PSD ou un fichier Illustrator, avoir bien une séparation de tous mes calques, l'importer dans After Effects, on va dire pouvoir du coup récupérer mes différents éléments. Deuxième méthode d'import, pour les plus paresseux d'entre vous, ça va être d'utiliser la librairie. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un compte Adobe, vous avez une bibliothèque. La bibliothèque, c'est tout ce qui contient vos éléments, vos assets, etc. Et du coup, rien ne vous empêche, par exemple, de venir prendre ce nuage-là, de venir faire un drag and drop dans la bibliothèque. Allez, mets-toi à jour. Voilà. Là, vous voyez qu'automatiquement, il est venu charger en illustration. Forcément, c'est un nuage sur un fond blanc. Et après, du coup, dans After Effects, on va retrouver la bibliothèque. Donc là, comme je suis en anglais, ça s'appelle librairie. Et là, je vais venir pouvoir, du coup, importer mon nuage directement. Ça, c'est la deuxième méthode d'import. Voilà. En soi, cette deuxième méthode, généralement, ça va être plutôt pour du détail. Généralement, si vous n'êtes pas satisfait de votre animation, de votre illustration, vous vous rendez compte lors de l'animation qu'il vous manque des éléments, plutôt que de devoir refaire toute la scène dans le logiciel, vous pouvez venir importer un élément en particulier pour le rajouter à votre scène. Du coup, c'est de garder ça à l'esprit. Ensuite, est-ce que jusque-là, ça va? C'est là. Ok, ouais. Et est-ce que pour le logo, on peut faire une animation from the logo? Bien sûr. Parce qu'après, pour le logo, techniquement, c'est comme on a vu, chaque calque, à chaque fois, aura ses propres propriétés. Bien, rien ne vous empêche, du coup, de venir ouvrir les propriétés de transformation du logo, donc là, qui est une image, et venir mettre une animation sur l'opacité, par exemple. D'accord. Mais après, si vous voulez également encore aller plus loin, rien ne vous empêche. Je crois que j'avais fait ça dans mon exemple. Téléchargement vidéo. Alors, GLO. Tac. Master Export. Il est là. Ouais. Vous voyez que j'ai repris le logo. Dans Photoshop, Illustrator, je suis venu effacer toutes mes lettres, les séparer une par une, pour pouvoir après les animer par bloc, en fait. C'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, il y a plein d'animations que vous pouvez faire. Et là, par exemple, cette animation qu'on peut faire sur le Ben & Jerry, la plus simple qui me vient à l'esprit, ça va être un effet de... On n'a pas encore parlé des effets. On va commencer à les voir à peu près. Donc là, à droite, vous avez un petit panneau qui s'appelle « Effets et presets ». D'accord? Vous le retrouvez ici, « Effets ». À partir du moment où vous avez un calque sélectionné, automatiquement, vous voyez que les effets vont être dégrisés. Donc là, vous avez plein d'effets, ils sont classés par type. Donc vous avez les effets audio, vous avez les effets de netteté, les effets pour les channels, c'est-à-dire séparer les couches rouge, vert et bleu. Vous avez Cinema 4D, c'est pour de la 3D. Vous avez tout ce qui est color correction de couleurs, lumétrie, courbe, etc. Vous avez tout ce qui est les effets de distorsion, donc c'est les déformations libres, comme dans Photoshop par exemple. Vous avez ensuite les expressions, ça on verra plus tard, parce que du coup dans After Effects, on peut venir écrire du code JavaScript pour automatiser des comportements. Ouais. Ensuite, vous avez les effets de Generate. Généralement, c'est générer un dégradé, générer des effets de déformation, etc. Immersive vidéo, ça, on verra plus tard, parce que dans After Effects, on peut générer du coup des vidéos 360. Insta, ça, on s'en fiche. Le Key, c'est ce que tu parlais justement, c'est pour sélectionner une couleur et venir l'effacer. Après, vous avez le Matte, c'est pareil, c'est des comportements de cache. Le Noise, c'est du grain, du bruit, de la texture. Obsolète, c'est les vieux effets qui sont encore compatibles avec After Effects des anciennes versions. Perspective, c'est pour tout ce qui est perspective, déformation, cylindre, sphère, etc. Voilà. Du coup, après ces effets de texte, je ne vous demande pas forcément d'apprendre tous les effets par cœur, puisque même moi, je ne les connais pas par cœur. Mais l'idée, c'est que si vous savez ce que vous cherchez, avec une recherche Google, vous allez forcément trouver un tuto qui va vous aider à obtenir le résultat en question. Là, en l'occurrence, l'effet que je veux remettre sur le logo Ben & Jerry, c'est avec un effet de comme si c'était un stickers qui venait se poser. Donc pour ça, on a l'effet qui s'appelle Page Turn. Et donc là, pardon. Je vais venir, donc du coup, pour appliquer un effet, dans un premier temps, vous devez venir sélectionner le calque en question. Là, je vais pouvoir faire un double clic. Et vous voyez qu'automatiquement ici, ça m'affiche les paramètres de l'effet en question.
Donc l'effet page turn, lui, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est qu'il va venir vous donner un effet de stickers, vous voyez, comme ça. Votre élément va venir se poser. Donc on verra après que pour les effets, justement, comme pour les valeurs de transformer, vous voyez que devant chaque élément, on retrouve tout le temps un petit chronomètre. Ça veut dire qu'on peut mettre une image clé sur la valeur en question. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui fait l'effet de page turn? C'est la position du pli. Vous voyez que là, il m'affiche des coordonnées. D'accord? Donc là, ça veut dire que je peux venir prendre ce petit curseur qui est là. Vous voyez? Et je peux venir du coup après le déplacer. Donc ça veut dire que si je me mets au début de l'animation, je le mets volontairement en dehors du champ. Je vais venir mettre une image clé sur fold position. On avance un peu dans le temps. Là, vous voyez que on le sélectionne, voilà. On avance un peu dans le temps et là, je vais venir le replacer. Vous voyez que ça me fait du coup l'apparition du logo. Donc là, le problème, c'est que le logo apparaît, mais en même temps, on a le déplacement des nuages de ma scène. Donc pour ça, rien ne m'empêche de prendre la première image clé, de venir la déplacer dans le temps, pour dire que tu commences à te déplacer à partir de ce moment-là. Et maintenant, quand je vais venir remettre play, on aura animation du logo, début du mouvement, et après, on va venir partir sur le côté. Donc les effets, on les verra un peu plus au fur et à mesure. Parce que si je vous les présente tous, il n'y a pas grand intérêt en fait. Voilà, soyons honnêtes. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Ensuite, tac, tac, tac. On a le logo. Voilà. Pop, pop. On a la personne à la scène. Du coup, ce qu'on peut faire ensuite, maintenant, ça va être comment importer des éléments supplémentaires. Donc, par exemple, là, j'aimerais rajouter une voiture qui apparaît sur le premier plan. Donc là, pareil, votre voiture. Je crois que j'avais téléchargé quelque chose. Là, téléchargement. Non, c'est pas là. Elle est où ma voiture? Projet, hop. Texture copie, couvercle, elle est là, voilà. Je suis là. Bon, c'est pas comparateur, voilà, j'ai là. Et c'est un fichier PSD. Ok, alors voilà. Donc là, pareil, j'ai ma voiture. Donc techniquement, ma voiture, c'était juste une image que je suis venu télécharger. D'accord? Et pareil aussi, dans la continuité de ce que je vous ai dit, c'est que si vous savez que vous allez avoir un élément qui va être animé indépendamment de l'objet principal, en l'occurrence ici, mes roues, pensez à les séparer en amont. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir du coup séparer mes roues. Donc là, on va venir prendre la petite plume. Voilà, on va venir tracer ça très sauvagement. Hop là, on récupère le tracé. Et ici, je fais un CTRL-C, CTRL-V, là. Et pareil avec la roue arrière. Quand tu veux la roue arrière, techniquement, je vais prendre la roue devant et la replacer. Donc là, je suis juste venu séparer les deux roues de mon véhicule. Donc là, j'ai la roue 1, ici, j'ai la roue 2. OK? Et après, derrière, j'ai ma voiture. Donc ça, ce calcul-là, je vais venir l'enregistrer. On va l'appeler car démo. Et cette fois-ci, pareil encore dans After Effects. Je fais un double-clic pour l'importer. On va retrouver mon fichier PSD. Pareil, je clique bien sur Composition, conserver la taille des calques. Je vais venir l'importer. Donc vous voyez, automatiquement, il m'a créé une nouvelle précomposition. Et on retrouve du coup mes trois calques avec la voiture de fond. Et enfin, mes deux roues séparées. Donc là, maintenant, ce qu'on veut, pareil, si ma voiture se déplace, j'ai les roues qui vont se déplacer en même temps. Donc du coup, on va refaire des liens de parenté. Donc je sélectionne mes deux roues. Pareil, je vais dans la colonne parents et liens. Et là, vous avez un petit escargot, d'accord, qui vous permet de pointer directement le parent. Donc là, vous voyez, je dis que si ma voiture se déplace, alors mes roues vont venir se déplacer. Et donc du coup, maintenant, l'intérêt de ça, c'est que maintenant, je peux sélectionner mes deux roues, ouvrir les propriétés à animer, transformer. Et cette fois-ci, on va venir animer, du coup, la rotation. Donc là, on met une première image clé, on avance un peu dans le temps. Et donc là, maintenant aussi, petite parenthèse.
vous avez vu bien souvent que certaines valeurs, dans les propriétés de transformation, ont 2 chiffres. D'accord? Et certaines ont un seul chiffre. Donc, par exemple, pour la position, c'est normal que vous ayez 2 chiffres, parce que du coup, votre calque, il déplace sur X, de droite à gauche, et sur Y, sur la hauteur. Le premier chiffre dans la position correspond à X, à l'horizontale. Le deuxième chiffre correspond à la verticale. D'accord? Et donc, du coup, ça va être pareil également pour la rotation. Là, ça va être un peu différent. Vous voyez bien qu'il y a 2 chiffres, en 0, X, et enfin, une valeur en degrés. Donc, en fait, là, ce que ça veut dire pour la rotation, c'est que le premier chiffre va juste correspondre à une valeur de rotation. Et vous voyez qu'à partir du moment où si je dépasse le 360 degrés, donc un tour complet, automatiquement, vous voyez que là, il y a un 1 qui va venir s'indenter. Donc ça veut dire... Exactement. Et donc du coup, plus je monte, plus il va venir additionner des tours en fait. Et du coup, soit vous mettez, comme là c'est une roue, c'est pas juste un angle à partie. Nous, ce qu'on veut, c'est des tours complets. Donc là, on va mettre par exemple 3-4 tours. On va mettre 4 tours par exemple. Et vous voyez que là, automatiquement, quand je mets play, j'ai bien mes roues qui tournent. Donc là, c'est ma sélection qui est pas très bonne, hein, forcément. C'est pour ça que c'est pas que je veux très rond, c'est normal. Voilà, on peut dire ça. Après, c'est moi, c'est utiliser le détourage automatique, même vu pas grande, du coup, il m'a fait un peu le tour de ma voiture, c'est pour ça que c'est pas très net. Ensuite, deuxième point, c'est que vous voyez la roue arrière, normalement, elle est supposée être cachée par le passage de roue. Donc là, ce que je peux faire, c'est que si je fais un masque, forcément, immédiatement, on dit, je vais juste venir cacher la partie supérieure de ma roue. Et vous vous souvenez, pour faire un masque, je sélectionne mon calque, je prends ma plume ou l'outil Shape Layer. Automatiquement, il va venir tracer un masque. Et donc, je vais juste venir tracer l'extérieur de la roue, comme cela. On va venir juste l'isoler. Là, vous voyez qu'il est juste venu faire un masque sur la partie supérieure de ma roue. Mais cependant, comme j'ai ma roue qui tourne, et j'ai le masque qui tourne en même temps. D'accord? Donc, c'est pas un masque qu'on va faire. Nous, ce qu'on veut, c'est un cache. Donc, pour supprimer le masque, vous voyez qu'automatiquement, quand j'ai créé un masque, j'ai une nouvelle ligne qui est apparue. Je peux venir l'ouvrir et je peux venir cliquer sur effacer sur la ligne masque. Vous voyez qu'automatiquement, je récupère ma roue. Donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est on veut juste un calque de forme qui soit posé par-dessus. Et comme dans Photoshop, on va dire, tu vas me récupérer l'alpha du parent qui est au-dessus pour savoir quoi isoler dans mon calque. Donc, pour ça, par exemple, si je prends ma roue, on va juste venir tracer une forme cette fois-ci. Donc comme cela. Donc ça va être juste la forme qui va cacher ma roue. Et donc du coup, si vous vous souvenez, on a 2 colonnes. La colonne de fin, c'est pour les liens de parenté. Et la colonne track mat, c'est pour appliquer des caches. Donc si vous vous souvenez, un cache, comme je dis, c'est pour prendre la forme du dessus et lui dire, tu t'en sers, tu récupères l'alpha pour savoir quoi cacher. Donc pour ça, si je prends ma deuxième roue, qui est celle-ci, je prends du coup le petit escargot lien de parenté qui est juste avant le nomad. Je peux venir lui dire que je veux que tu prennes le shape layer comme cache. Et vous voyez qu'automatiquement, il est venu isoler une partie de ma roue. Cependant, c'est que là, le cache, il est à l'envers. D'accord? Donc vous voyez qu'automatiquement, là, je vous invite à regarder la petite icône qui est juste là. Quand je n'ai aucun mat, vous voyez que j'ai l'icône qui est vide. Et dès que je vais venir afficher un mat, un cache, vous voyez que j'ai l'icône qui se remplit. D'accord? Ça veut juste dire pour m'indiquer qu'il y a un masque activé sur ce calque, tout simplement. Et également, l'option que ça vous donne, c'est que si vous cliquez sur la case d'à côté, c'est pour lui dire d'inverser le cache. Comme ça, maintenant, j'ai bien un roue qui est uniquement rogné sur la partie supérieure. Et donc, du coup, si vous vous souvenez maintenant, si je clique sur le petit rond qui est juste après l'œil, qui est le mode isolation, il leur affiche les autres calques de la composition. D'accord? Là, maintenant, quand je repasse à 100%, j'ai bien, du coup, mes 2 roues qui s'animent et qui vont venir s'arrêter à ce moment-là. Donc maintenant, techniquement, on est d'accord que tout ça se passe dans une précomposition, dans un groupe qui s'appelle, du coup, Car Demo. D'accord? Donc là, maintenant, je peux replacer dans ma scène qui s'appelle Floor Demo. À droite, on va venir chercher Car Demo qui est juste là. Donc une précomposition, un groupe
dans lequel il y a déjà une animation qui est prédéfinie. Et je vais venir pouvoir du coup l'importer. Là. Donc car démo, il est là. Je vais venir pouvoir du coup le drag and drop dans mon plan de travail. Et vous voyez que là maintenant, j'ai bien ma première animation avec mes nuages et ma deuxième animation avec les roues qui tournent. Vous pouvez les inverser. Complètement. Après, pour l'inverser, le plus simple, si vous affichez l'échelle, nous, ce qu'on veut, c'est l'inverser sur l'horizontale. Et du coup, immédiatement, vous allez avoir envie de prendre le premier chiffre et de mettre -5. Ça le met complètement à l'envers. C'est normal. Parce que vous devez juste, en premier temps, enlever le lien de parenté en cliquant sur la chaîne. Et maintenant, on peut choisir de l'inverser uniquement sur l'horizon. Donc là, je l'ai bien inversé. Je la trouve un peu grosse. Donc là, maintenant, pareil, une fois que vous avez inversé vos éléments, pensez à bien recliquer sur la chaîne. Parce que là, maintenant, si je veux réduire ma voiture, vous voyez que ça va réduire que sur un seul axe. Donc, je vais devoir réajuster moi-même. C'est pas très pratique. Pensez à recliquer sur la petite chaîne pour réactiver les liens de parenté. Et là, maintenant, quand je réduis, ça réduit tout mon véhicule. Donc là, pareil, mon véhicule, je vais venir le positionner à ce niveau-là. Et donc, du coup, là, ce que je peux faire, c'est que soit on va venir l'animer pour qu'il rentre dans le champ. Donc, si vous vous souvenez, on ouvre la petite flèche juste devant la précomposition. On va cliquer sur la position. Donc là, cette fois-ci, pensez des fois aussi à le faire à l'envers, vos animations. Donc là, volontairement, je mets une image clé sur sa position d'arrivée. Comme ça, c'est son état final. Et maintenant, je vais venir remonter dans le temps et la faire aller vers l'extérieur du champ. Donc on clique bien sur la position et là, on va bien aller à l'extérieur. Donc là, maintenant, j'ai bien ma voiture qui rentre dans le champ. Mais elle arrive un peu trop tôt. Donc là, maintenant, rien ne m'empêche. Soit vous prenez vos images clés et vous faites un drag and drop pour réajuster. Ou bien, vous pouvez carrément prendre tout le calque et tout déplacer en une seule fois. Ça, maintenant, j'ai bien la première animation. Deuxième animation. Et là, vous voyez que du coup, on peut avoir le mouvement qui continue. Donc là, c'est juste que mes roues, vous voyez qu'elles arrêtent de tourner beaucoup trop tôt. Et donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps est universel dans After Effects. C'est-à-dire que si vous êtes, là je suis à 8 secondes, enfin à 6 secondes par exemple, vous voyez où est le curseur bleu. Si je rentre dans la précomposition qui contient l'animation de ma voiture, donc pour ça je fais un double clic, vous voyez que le curseur bleu aussi est placé tout le temps au même moment. Donc là maintenant je peux venir prendre mes images clés de mes roues et venir du coup les drag and drop dans le temps pour qu'ils s'arrêtent au bon moment. Donc là je les prends. Tac, tac. Et je prends ma deuxième roue aussi. Tac. Et je vais venir les replacer dans le temps. Et là maintenant, en haut, ici, d'accord, vous avez l'ordre d'indentation de vos compositions. Donc là, vous voyez qu'ici, là, on est dans carte démo. Et on voit que le parent, c'est Fleur démo. Donc là, je peux recliquer sur Fleur démo et je vais venir naviguer sur les différents niveaux. D'accord? Le raccourci, si vous voulez, ça va être tabulation. Quand j'appuie sur Tab n'importe où dans After Effects, il m'affiche pareil l'ordre de mes éléments. Donc des fois, il se peut par exemple que si Card Demo était importé dans plusieurs précompositions par an, dans ce cas-là, vous verrez Fleur Demo. Si vous ouvrez précomposition 2, vous ouvrez 2 liens de parenté. Tout le temps, ça vous affiche la hiérarchie de votre projet en fait. Et donc là maintenant, vu que comme j'ai ajouté mes images clés, on a bien mon élément qui tourne, il continue à tourner jusqu'au moment où ma voiture s'arrête. Vous voyez l'idée? Donc l'idée maintenant, en fait, à chaque fois, c'est se dire qu'est-ce qu'on anime dans la précomposition principale et qu'est-ce qu'on anime dans un groupe poussé isolé, par exemple. Comme pour les roues de la voiture. Ouais. Sur l'animation, il y a une arrêt pour être ici. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, qui continue à rouler Et qui sort du champ après? Non, pas du tout. Tu veux dire que là, par exemple, ici, là, qu'il n'y ait pas d'arrêt? En fait, s'il y a un arrêt, Ouais. si on va dans la voiture, il est seul. Je comprends. Continue. Alors ça, c'est parce que j'étais un peu paresseux. Parce que techniquement, là, vous regardez ma voiture. Vous voyez que ma voiture, elle est liée à rien du tout. Techniquement, si je voulais que tout se déplace en même temps, si je fais juste un lien de parenté de ma voiture, comme pour le ciel et les nuages, d'accord, je vais venir les lier à mon ciel. Et là, maintenant, vous voyez que je vais avoir ma voiture qui va se poser. Et là, j'ai le mouvement qui continue en même temps. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc après, ça va être juste à moi de venir réajuster mes images clés. Donc là, par exemple, ici, la tac. Et là, la deuxième image clé, on va la mettre par là. Et là, normalement, alors, voilà, la pause, elle est trop longue ici, comme ça, tac, tac. Et là, dans la voiture qui continue. Et là, tu vas continuer de te déplacer. Donc là, c'est juste cette image clé-là qui est un peu trop lente. On va juste venir faire comme ça. Et là, si je remets play, tu vois. Bien souvent, en fait, c'est juste penser tout le temps à venir jouer vos images clés et à réajuster le timing, en fait, pour avoir quelque chose qui fasse fluide dans l'animation. C'est pour ça que, généralement, là, pareil aussi, j'ai fait les choses un peu sur le tas. Mais l'idée, c'est tout le temps, avant même de passer dans After Effects, quand vous êtes dans Photoshop, Illustrator, vous savez en amont qu'est-ce qui va être animé. Parce qu'à partir du moment où vous avez une bonne vision de votre animation, ça va venir tout seul dans le logiciel. Si vous cherchez dans le logiciel, vous allez avoir des choses qui vont être pas très fluides généralement. Après, ça vient avec le temps aussi, l'expérience aussi, quoi. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Ok, très bien. Alors maintenant, on va juste peut-être... parce qu'il y avait ça. Ouais, ça, on verra après. Avant de passer aux quelques 3D. Les chocolats, on le fera après. Allez, on va passer aux quelques 3D. Ouais. Ok. Ouais. Oui, c'est bon si ça vous marre. Dans le mauvais sens? Bien sûr. Bah, là, c'est moi qui... Donc là, en fait, pour inverser le sens, là, ici, on voit bien mes images clés. D'accord? Donc rien ne m'empêche de venir les sélectionner et de venir les inverser. Tu vois, celles qui étaient au début, je les mets à la fin. Et maintenant, je vais venir tout resélectionner pour le remettre au début comme ça. Et maintenant, tu vas venir tourner dans le bon sens. Voilà. Donc soit vous venez drag and dropper pour les inverser, ou bien vous pouvez sélectionner toutes vos images clés, faire clic droit dessus. Et là, vous avez Keyframe Assistant. Et là, vous avez Time Reverse Keyframe. Donc, inverser le sens des images clés. Et ça va faire la même chose, en fait. Ça va venir, du coup, les inverser dans leur sens. Voilà, tac. Ok, donc ensuite... l'animation. Ensuite, peut-être on va juste parler des lissages de vitesse. Donc là, vous voyez que ma voiture, elle s'arrête de manière assez brusque. J'aimerais que ce soit un peu plus smooth lors de l'arrêt. Donc pour ça, ça veut dire que ça va être lié à vos images clés. Donc pour lisser ces images clés, dans After Effects, on a l'éditeur de graphes. D'accord? Pour afficher l'éditeur de graphes, vous sélectionnez vos images clés. Et juste ici, vous avez une petite icône. Vous voyez Graph Editor. Je vais venir cliquer dessus. Il veut m'afficher une courbe. Donc là, de base, la courbe, vous voyez qu'elle est droite. C'est parce qu'en fait, il se déplace à une vitesse constante du point A vers le point B. Si je veux du coup venir lisser cette courbe, je vais venir sélectionner les points, d'accord? Et enfin, en bas, juste ici, là, vous allez avoir différents comportements. Vous vous souvenez, hier, on a fait clic droit, Keyframe Assistant, on avait 3 lissages, is in, is out, et is in, is out. Is in, c'est dire pour adoucir le début, is out, c'est pour adoucir la fin, et is in et out, c'est pour adoucir le début et la fin en même temps. D'accord? Moi, techniquement, je veux que adoucir la fin, donc ça va être la deuxième icône. Donc là, si je clique juste ici, vous allez voir que ma courbe, elle va se mettre à jour. Vous voyez que quand je vais play maintenant, vous voyez que l'arrêt est plus smooth à la fin. Et si vous trouvez que cet arrêt n'est pas encore assez smooth, vous voyez que là, vous avez des poignées. Mais du coup, rien ne m'empêche de prendre la poignée d'arrivée, de la tirer. Et vous voyez que là, maintenant, là, ça veut dire qu'il va atteindre sa vitesse maximum en haut du pitch. Et là, il va commencer à ralentir pour avoir un arrêt qui va être plus smooth. Et du coup, ça va être pareil avec le ciel. Parce que pour l'instant, le ciel, on n'y a pas touché. Donc, par exemple, si je clique sur mon calque ciel, automatiquement, il ne m'affiche aucune courbe. C'est normal, parce que je n'ai aucune valeur qui est sélectionnée. Donc, je clique sur position, et vous voyez qu'automatiquement, j'ai une courbe qui apparaît. Et pareil sur la courbe, je vais venir cliquer sur tous les points. Et là, cette fois-ci, je voudrais adoucir tous les points, que ce soit le début, la fin. Donc, je vais venir sélectionner tous mes points et cliquer, cette fois-ci, sur la première icône. Donc, qui s'appelle, donc si vous laissez votre curseur dessus, vous avez la petite fenêtre. Vous voyez, is, c'est pour adoucir le début et la fin. La deuxième, vous voyez que c'est is in, c'est pour la fin, et la is out, c'est pour le début. D'accord? Et après, les 3 modes qui sont devant,
Simplement, ça, on va rarement y toucher, du moins au début. Pas vous embrouiller. Easy in, c'est pour le début. C'est ça, c'est la fin, ouais. Mais après, ils inversent un peu dans After, je crois. Ça, easy out, là pour eux, easy out. C'est ça, easy out, ici, c'est le début. Voilà, easy in, c'est la fin. Ouais, ils ont inversé, ouais. Donc là, on voit bien dans ma courbe que quand je fais du coup le easy out, vous voyez qu'il va venir adoucir la fin. Et donc là, je fais CTRL Z. Easy in, vous voyez qu'il adoucit la fin. Tout à l'heure, c'était le début. Cette fois-ci, quand je fais le easy is tout court, vous voyez que là, c'est bien les deux côtés en même temps. Donc cette fois-ci, quand je vais remettre play, donc là, c'est les mouvements du ciel. Vous voyez que là, il s'arrêtait plus doucement, il repart plus lentement. Et vous voyez qu'on a un arrêt qui est moins brusque, en fait. Et pareil aussi, rien ne vous empêche ici de venir prendre les petites poignées et de venir en ralentir et adoucir certaines valeurs. Par exemple, celle-ci, on ne va pas l'adoucir. Moi, ce que je trouve qui me dérange un peu, c'est là le début, je trouve un peu brusque. Par exemple, quand on quitte le ciel. Donc, comme c'est le point de début, c'est lui qu'on va venir sélectionner. On va venir tirer la poignée. Et là, maintenant, on aura un début qui va être beaucoup plus smooth. Vous voyez, avant d'arriver à la suite. Et pareil, là, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le moment où on arrive en bas. Voilà, là, je trouve l'arrêt très brusque. Donc là, je vais juste prendre cette image clé ici, donc qui correspond à la fin du mouvement, du premier mouvement. On va venir tirer la poignée. Donc là, ça va aller très lentement, ça va accélérer et ralentir. Là, ça va être smooth, ça accélère, on a une fin plus douce et ça repart après. Ça vous va jusque-là? Donc ça, généralement, plutôt essayer de le faire à la fin. Déjà, faites une animation linéaire avec vos éléments qui se déplacent position A, position B. Et à la toute fin, on va venir lisser les animations pour adoucir et surtout donner un côté plus organique à votre animation. Tac, tac, tac. Ensuite, c'est déjà pas mal, déjà. Ensuite, maintenant, du coup, ce qu'on va voir, avant de passer au rigging, on va juste parler rapidement des calques 3D. Donc là, à des fins d'illustration, juste me créer une nouvelle composition. Et juste venir me tracer une forme. Donc, de base, on n'a pas parlé de toutes ces icônes qui sont ici, là. D'accord? La moitié, les trois premières, elles ne sont pas importantes. Du moins pour vous à ce stade. Là, ce qui vous intéresse, ça va être les trois qui vont suivre. Pour vous expliquer rapidement, la première icône, c'est voilà, cacher des calques. Qu'il se peut, par exemple, juste à des fins d'illustration, si on affiche voilà, ici. Là, par exemple, vous voyez qu'on commence déjà à voir, on a 8 calques. D'accord? Là, ça arrive, des fois, vous allez avoir une centaine de calques dans la même précomposition. Du coup, des fois, ça peut être compliqué de chercher qu'est-ce qui est animé, qu'est-ce qui est statique. Donc, du coup, pour ça, on peut par exemple cliquer sur des calques, cocher la petite icône ici, et après, on la retrouve ici, et vous voyez que ça va juste venir me désactiver les calques. Ils ne sont pas désactivés, ils sont toujours visibles dans le rendu, mais ils seront cachés dans la fenêtre ici. Comme ça, on peut avoir uniquement les calques qui sont animés, qui sont visibles, et tous ceux qui sont liés au background, on peut venir les cacher. Mais ça, pour vous, à ce stade, ne vous emmêlez pas les pinceaux avec ça. Ensuite, la colonne avec la petite étoile ici, c'est le Raterize Layer. Donc ça, pour m'expliquer, c'est que si, par exemple, dans Illustrator, vous faites votre image en 400 par 400, d'accord, et qu'après, vous l'étirez dans After Effects en 2000 par 2000, ben, cette image-là va être pixelisée. Par exemple, si on prend mes nuages, qui sont là, c'est lequel, lui? C'est le calque 3. Il est où? C'est le calque. Non. Ah, ça chauffe, hein. Je pense qu'on peut laisser la porte ouverte aussi, peut-être. Ah, voilà, il est là. Donc là, par exemple, vous voyez que si j'ai ce nuage-là, du coup, qui est un calque Illustrator, d'accord? Et vous voyez que si je l'agrandis, au bout d'un moment, ce même calque Illustrator, vous voyez que là, il commence à se pixeliser. Mais on ne comprend pas parce que Illustrator, normalement, c'est du vectoriel. Je ne suis pas supposé avoir une perte de résolution. Pour ça, vous avez la petite case ici que vous pouvez cocher entre les deux. Et ça, c'est le calque Raterize Layer, c'est-à-dire récupérer les tracés Illustrator. Vous voyez, je clique dessus, vous voyez qu'on retrouve un tracé vectoriel qui est net. D'accord? Donc, c'est la petite étoile ici. Donc ça, généralement, pour l'éviter,
quand vous faites vos assets dans Illustrator, dans Photoshop, anticipez la dimension. Si vous savez que votre élément sera en 1920 par 1080, faites votre scène en 1920 par 1080. Si vous savez que vous allez avoir un zoom dans la précomposition, dans ce cas-là, faites-le un peu plus grand en amont. Comme ça, sur le zoom, il n'y aura pas de perte de qualité. C'est comme un PNG, généralement, on ne va pas l'agrandir. On le fait à sa taille optimale, et après, on va venir réajuster. Une fois, on teste tout dans la scène Shop ou Illustrator. C'est ça, ouais, voilà, on anticipe. Si tu sais que, par exemple, que par exemple, là, j'allais avoir un zoom sur les nuages, bah, volontairement, je l'aurais fait un peu plus grand pour éviter d'avoir une perte de qualité sur mes éléments. Et sur Skyrim ou Stock Photoshop, on met quoi, du 300 ou du 600 pixels? Ça va juste dépendre, en fait. Si tu sais que 300 par 600, c'est la taille à 100%, et toi, tu veux que l'appareil soit à 200%, dans ce cas-là, tu vas le faire en 1002 par 1002, tu vois. Ok. Comme ça, tu vas pouvoir anticiper son grossissement d'échelle. Je parlais des DPI. Pardon? Je parlais des DPI, nombre de pixels. Ah oui, DPI, généralement, tu vas laisser en 72, hein, comme c'est une qualité écran et tout. C'est plutôt la résolution. Ça, ok. Plutôt que faire du 300 DPI, tu laisses 72, la qualité classique et tout. En fait, ça n'a pas changé grand-chose, le DPI. Et également, parenthèse, ce qu'on peut se dire, je n'ai pas envie de vous parler avec ça, c'est que là, vous voyez qu'on a un calque Illustrator. Je n'ai pas accès au tracé. D'accord? Là, je vais juste venir l'isoler. Donc, si vous voulez, je clique ici. Là, j'ai mon nuage qui est beaucoup trop grand, là, qui est isolé. Alors, voilà, on va faire comme ça. Là, bon, on le remet là. Donc là, on est d'accord que le logiciel comprend ce calque Illustrator un peu comme un PNG. OK? Si vous voulez récupérer les tracés de vos calques Illustrator, vous pouvez faire clic droit sur le calque Illustrator. Et là, vous avez Create. D'accord? Et là, vous avez Create Shape. Donc, créer une forme à partir du calque vectoriel. Et vous voyez, alors, regardez bien ici, là, vous voyez que j'ai bien un seul calque Illustrator. Quand je fais clic droit dessus, Create Shape from Vector Layer, vous voyez qu'automatiquement, j'ai un nouveau calque qui est apparu. Mais cette fois-ci, vous voyez que là, si je affiche le deuxième, je l'ai bien en double. Donc, du coup, j'ai bien, vous voyez celui à droite, qui a des problèmes, du coup, de pixels, entre guillemets, de crémage. C'est mon calque Illustrator. Et vous voyez qu'à droite, celui qui est net, c'est devenu un calque vectoriel. C'est l'arme de création. Exactement. Parce que du coup, il est capable d'aller récupérer le tracé vectoriel d'un élément. Et donc, du coup, maintenant, l'intérêt, c'est que si vous ouvrez ce même calque, et que vous allez dans Contenu, dans le groupe 1, et dans Path, qui est le tracé, vous allez pouvoir venir, du coup, modifier ces mêmes points. Mais comme on a vu, rien ne vous empêche d'aller directement dans Illustrator, faire la modification, sauvegarder et le mettre à jour dans After Effects. Et si les gens il faut une détaillée, on peut le faire un plus grand. Et... Complètement aussi, ouais. Tu peux aller l'agrandir dans Illustrator et ça va venir le mettre à jour dans After Effects. Ok. C'est ça, à partir du moment où on l'a activé, là, comme on a un tracé vectoriel, on va pas récupérer. Après, rien ne t'empêche de venir supprimer ta modification, mettre à jour ton tracé dans After Effects. Donc là, par exemple, ici, je vais venir modifier mon tracé, ma forme, je sauvegarde. Automatiquement, ça la met à jour. Et après, je peux la reconvertir en shape layer, tu vois. Ça peut être une solution. Donc du coup, moi, ce que je voulais vous montrer là, avant tout, c'était surtout voilà, les calques 3D. Donc là, on a vu, ça, c'est la colonne pour cacher, ça, c'est la colonne pour récupérer des tracés vectoriels. Ça, c'est la colonne pour le crémage. Donc c'est quand vous avez des contours, soit pour avoir un contour pixelisé, un contour lisse, un contour smooth. Généralement, on n'y touche pas. Ici, là, vous avez 3 icônes. La première icône, c'est pour activer du motion blur. On le verra plus tard. Du motion blur, vous voyez quand la main se déplace, elle est floue. C'est la même chose, c'est pour l'activer. Ça, c'est pour activer un calque d'effet. Généralement, elle se coche automatiquement quand on applique des effets sur un calque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la 3e case avec le petit cube. D'accord? Donc là, on est d'accord que quand j'affiche ma position, on a bien 2 valeurs. Comme on a vu, la valeur sur X, droite et gauche, et la valeur sur Y pour la hauteur. Quand je coche la petite case convertir en calque 3D, qui est juste là, vous avez vu que maintenant, j'ai plus de chiffres qui sont apparus. Pareil pour, si vous regardez la rotation, là, effectivement, je n'ai qu'un seul axe. D'accord? Et quand je vais venir l'activer en calque 3D, vous voyez que là, maintenant, j'ai bien la rotation sur X, Y et Z. Pareil sur la position. Vous voyez qu'on retrouve la position sur X, Y, et on a un 3e chiffre qui correspond à Z, la profondeur. Vous voyez que la profondeur, c'est mon élément, il se rapproche et il s'éloigne. Et du coup, avec la rotation, maintenant, vous voyez que je peux venir le faire tourner sur lui-même.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, quand on va avoir le pot, qui est un objet 3D, vous allez avoir du coup des paramètres de contrôle en 3D. Et donc du coup, à partir du moment où c'est en 3D, c'est la même logique qu'un calque en 2D. Si vous mettez une image clé sur une valeur, vous avancez dans le temps, vous pouvez toujours le repositionner. Ça va faire votre animation. Pareil sur la rotation, on peut mettre des images clés. Et ça va venir du coup faire tourner mon élément. Ok? Maintenant, pour rendre tout ça un peu plus visuel, on va venir du coup importer le pot. Le pot, je vais vous l'envoyer après. Pouf. Ils sont là. Donc moi, pour les pots, je suis allé les faire du coup dans Blender en 3D. Et je voulais exporter. Donc comme ça, vous n'avez plus qu'à l'importer dans votre scène. Donc pour l'importer, vous allez avoir ce fichier pot qui va contenir du coup, alors texture copiée, lui il n'existe pas. Voilà, vous allez avoir du coup le fichier pot.bin, on s'en fiche. Ces 3 éléments sont dans le même dossier. Vous allez avoir le fichier .pot.gltf, c'est le modèle 3D. Et enfin, vous allez avoir la texture. Le .bin, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ça va venir sauvegarder pour dire à mon objet 3D où appliquer la texture. En fait, je fais juste le lien entre mon image et mon objet 3D. Donc, pour importer ça dans After Effects, je prends le GLTS et je fais un drag and drop directement dans ma scène. Vous voyez qu'automatiquement, il détecte que c'est un objet 3D. Là, on clique sur rien, on clique sur valider directement. Et vous voyez qu'automatiquement, du coup, j'ai la case objet 3D qui est cochée. Donc maintenant, si j'affiche par exemple la position, donc on retrouve les 3 valeurs, X, Y et Z. Et là, avec Z, du coup, je vais venir pouvoir rapprocher l'élément de la caméra. Et pareil avec les flèches, après, je peux venir réajuster. Et après, comme vous voyez que là, j'ai les poignées de rotation, je vais venir faire tourner mon objet. Donc là, j'ai mon pot qui est importé. Ouais. Si je dois faire, par exemple, on essaie de faire vibrer le truc, Ouais. gauche, Ouais. parce qu'on fait votre. Ouais. Est-ce que faudrait que je passe aussi par Eli pour annoncer à la courbe? Pas forcément, comme c'est un mouvement qui est rapide, ce ne sera pas dérangeant. On va le faire tout de suite. Donc pareil, pour acheter des images clés sur ce pot-là. Donc là, peut-être, je vais juste venir activer le diamètre transparence. Donc ici, là, vous avez des icônes. On n'a pas parlé hier. Ces icônes-là, ça va être lié à la prévisualisation. D'accord? Donc celle-ci, la première, c'est juste pour venir zoomer, tout simplement. Ou simplement, généralement, on va venir l'utiliser pour juste cliquer sur Fit. C'est pour remettre la taille de ma vue aux dimensions de mon écran. Deuxième icône, ça va être la résolution de prévisualisation. Donc il se peut que des fois, vous ayez une scène qui est tellement lourde, avec tellement d'objets, que votre machine va laguer. Donc du coup, ici, on peut venir lui dire, donc full, en fait, ça va venir afficher tous les pixels. Ça va être le résultat final. Half, il va venir afficher 1 pixel sur 2. Third, 1 pixel sur 3. Et enfin, quarter, il va venir afficher 1 pixel sur 4. D'accord? Donc ça, c'est juste. Mais par contre, quand vous allez lancer un rendu, cela ne sera pas pris en considération. C'est juste pour alléger le cache de votre machine. Plutôt que de sauvegarder 1920 par 1080 pixels, donc si vous multipliez, ça fait combien? Il va venir diviser par 4 et sauvegarder que les pixels que vous considérez importants, entre guillemets, quoi. Donc ça, si vous voyez que ça lag un peu, n'hésitez pas à venir jouer avec les paramètres de prévisualisation. Ensuite, les fenêtres, les icônes d'après, celle-ci, techniquement, c'est la même chose aussi. C'est juste pour lui dire, est-ce qu'on veut la résolution finale ou une résolution adaptative? Donc tu vas juste passer un peu moins de temps à calculer les frames et les images. L'icône d'après, celle-ci, c'est pour afficher du coup le damier de transparence. Parce que si vous vous souvenez, le fond noir qu'on voit, si je fais clic droit, là j'aurai paramètres de composition et je peux venir ici dans Background Color, venir le modifier. Mais je tiens à préciser que ce fond-là que vous voyez, il n'existe pas. D'accord? Pourquoi? Je m'explique. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on est dans la précomposition qui s'appelle composition 4. C'est pas très clair. Du coup, je peux faire clic droit, paramètres de composition. On va l'appeler Pot Master. OK? Là, à des fins d'illustration, je retourne dans cette précomposition-là qui contient ma voiture. On va venir importer. Donc, si vous vous souvenez, si c'est une précomposition, elle apparaît ici, comme c'est un groupe. Donc là, elle n'apparaît pas parce que j'ai commencé à faire une recherche, car les Pot Master, c'est pas les mêmes caractères, donc j'efface.
Là, j'ai tout qui apparaît. Donc là, j'ai PoMaster qui est là. On voit bien qu'il y a un fond rouge, d'accord? Vous allez voir que quand je vais venir l'importer, mon fond rouge n'existe pas. OK? C'est juste le fond de ma zone de travail. Quand je vais venir exporter, ce fond ne sera pas pris en considération. Donc là, je vais juste retourner dans le PoMaster. On a un fond rouge. Donc là, moi, ce que je voulais juste vous montrer, l'icône suivante, en fait, ça va être afficher le damier de transparence. C'est juste pour afficher la transparence de ma scène, tout simplement. L'icône suivante, très importante, il se peut que des fois, elle soit cliquée, décliquée, de manière hasardeuse ou un raccourci, je crois que c'est commande H, un truc comme ça et tout. Ça va vous afficher, du coup, la zone de sélection de votre calque. Je m'explique. Donc là, vous voyez que quand j'ai mon calque qui est sélectionné, on voit bien les points de sélection. OK? Et vous voyez que là, quand il est désélectionné, là, vous voyez qu'il ne m'affiche pas le contour de ma forme. OK? Donc des fois, ça peut porter la confusion. Surtout qu'on veut venir modifier l'échelle, jouer avec les paramètres. Et pareil, si vous avez un masque, par exemple, donc là, c'est une parenthèse, hein, je tiens à préciser. Là, par exemple, là, je suis juste venu faire un masque sur mon ShapeLayer. Et vous voyez que si cette icône est décochée, il ne m'affiche pas les contours de mon masque. Du coup, ça arrive souvent quand on débute, on pense que c'est un bug. C'est parce que la petite icône ici, afficher les contours de sélection, n'est pas affichée. Donc ça, gardez-le à l'esprit. L'icône suivante, celle-ci, Region of Interest, c'est pour redimensionner sa zone de travail. Parce qu'il se peut arriver, par exemple, que des fois, par exemple, là, vous voyez, là on travaille sur le pot. Techniquement, cette précomposition-là ne contient que mon pot. D'accord? Donc techniquement, tout ça, c'est des zones de perdu. OK? Donc soit vous faites clic droit, paramètres de composition, et là, dans la largeur, vous venez du coup ajuster jusqu'à avoir quelque chose qui vous convient dans les dimensions et les proportions. On n'a pas le temps pour ça. Du coup, ce que vous pouvez faire, ça va être cliquer sur cette petite icône-là, venir faire un carré de sélection autour de la zone que vous voulez garder. Et après, en faisant composition, ici, vous avez la zone, du coup, pour lui dire de venir cropper sur ma zone d'intérêt. Et vous voyez qu'automatiquement, on va venir redimensionner ma précomposition sans devoir venir deviner les bons chiffres, en fait. Donc ça, c'est juste des outils de prise en main. Et après, vous avez cette icône-là, c'est juste pour afficher les cadres de sécurité. Là, vous voyez qu'on a une grille. Ici, on a la grille de projection, on soit pour de la vidéo, généralement, etc. Et après, on peut afficher, du coup, les règles. C'est le même raccourci, c'est commande R que sur tous les logiciels Adobe, etc., etc. Et après, ensuite, les autres paramètres, ça, vous en fichez. Tout ce qui suit, là, vous en fichez complètement. Ça, c'est pour, du coup, généralement, quand on travaille sur des paramètres d'export différents, soit pour isoler les channels rouges vers bleu, soit pour avoir un mode de rendu, parce que là, actuellement, là, le After Effects, il a une colorimétrie vous voyez la colorimétrie, quand on fait du print, on va être sur du CMJN, quand on est sur du web, on est sur du RVB. Et en fait, du coup, on peut venir changer la colorimétrie de l'espace de travail. Donc ça, pour moi, à votre niveau de base, c'est bien que de base, il est en Adobe sRGB. On n'y touche pas, ça fonctionne très bien. Ça, on va venir y toucher quand vous allez faire de la 3D, quand vous allez faire, par exemple, des rushs avec des caméras RAID, des trucs, enfin des formats pas communs. C'est là on va venir du coup changer l'espace de travail. Parce que par exemple, quand on est sur la télé, on utilise un espace de travail qui est principalement du RGB classique, alors que quand on va arriver sur des workflows qui sont plus liés à des films, etc., on va être sur un autre espace de travail qui sera plutôt du ACE. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Voilà, en fait, ACE, c'est un espace colorimétrique. En fait, c'est... alors, le nombre de couleurs, c'est dans le RGB, je crois que c'est 256 millions de couleurs. Et avec le ACE, c'est en milliards de couleurs. Donc, ce qui fait que tu as une gamme de couleurs qui est beaucoup plus importante, en fait. Et donc, du coup, si on apporte un fichier ACE qui est dans du RGB, on aura les couleurs qui vont être compressées. Donc, on aura une perte de profondeur de couleur. Au lieu d'avoir 32 couleurs de nuances sur un ciel bleu, on n'aura que divisé par 4. Tu vois. Et ça, en fait, du coup, sur des caméras professionnelles, on aura des capteurs qui sont plus sensibles, donc pouvoir capter plus de couleurs. Et ça, du coup, ça va être les modes de colorimétrie. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on s'en fiche, c'est pas important. Et enfin, les modes après, ça, c'est pour gérer la luminosité. Donc ça, on n'y touche pas, généralement. Ça vient tout casser. Donc on va le laisser à 0.
Et ici, vous avez juste le timecode après qui vous dit où est-ce que vous êtes dans la précomposition. Vraiment, le plus important pour moi, c'est surtout ces premières icônes. Régler la dimension, le zoom, modifier la qualité si votre machine lag un peu. Ici, du coup, zone de redimension, zone de travail, etc. Le reste, on s'en fiche. Ouais. On va cliquer pour le zoom. Sa chaîne, C'est-à-dire en gros, positionner sur la scène. le scroll. Ok, ouais, comme ça. Le scroll et tout. Également, un autre raccourci important. Donc hier, on a vu que pour afficher les différentes valeurs, c'est P pour la position, S pour l'échelle, R pour la rotation, et A pour le point d'ancrage, et ainsi de suite. Et par contre, il se peut que des fois que vous ayez des images. Donc là, je vais mettre des images clés sur l'échelle, on va mettre une image clé sur la rotation, voilà, peu importe. Du coup, des fois, c'est un peu chiant pour retrouver les images clés. Surtout, vous voyez que là, automatiquement, même si j'ai que 2 lignes qui sont activées, il m'affiche toutes les lignes. OK ? Du coup, pour ça, vous avez un raccourci qui c'est la touche U. Il vous affiche automatiquement que les lignes actives. Donc, vous voyez que là, quand j'appuie sur U, automatiquement, il va venir m'afficher les images clés. Ça, des fois, pour y voir un peu plus clair, ça peut être pratique. C'est pour Pardon ? pour utiliser une chaîne. Excuse-moi. Ouais, les gars, vous devez tout parler. Si, le but, c'est d'utiliser. Bonne question. Je sais pas. Bonne question. U, pourquoi ? Ouais, on va dire utility, ça me paraît. Ou use keyframe peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc du coup, voilà. Donc là maintenant, fin de la parenthèse sur les images clés, le petit tableau. On va juste se reconcentrer maintenant sur mon objet 3D. Donc on a vu juste faire un drag and drop. Automatiquement, le logiciel a détecté que c'était un calque 3D. D'accord ? Et après, donc là, comme c'était un calque 3D, dans les paramètres, vous voyez que là, on a les valeurs sur X, Y et Z pour la rotation. Pareil, sur la position, on va avoir 3 valeurs. Et également, on aura du coup les valeurs de compositing. Donc ça, c'est pour lui dire que si mon calque 3D, vous voyez que là, de base, il affiche non. Simplement, c'est pour... parce qu'elle est activée ici, vous voyez, accepte les ombres, accepte la lumière, tout est sur on. Si je passe sur off, vous voyez que là, du coup, il prend un rendu flat. OK. Ça, après, on verra comment bien le réajuster. De base, laissez-le tout sur on. C'est pas très important. Donc là, du coup, première animation, comme j'ai dit, après, rien ne vous empêche maintenant, comme n'importe quel objet qui est en 2D, techniquement, de venir mettre des images clés. Donc là, par exemple, faire l'effet de tremblement. On va mettre une première image clé sur la rotation. On va venir mettre une valeur sur un axe, comme cela. On va venir remettre une deuxième valeur sur la rotation. Et après, l'idée, c'est que tu vois, rien ne t'empêche de venir prendre tes images clés et de faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et tu vois, tout de suite, ça va venir faire le tremblement. Attends, là, c'est juste qu'il ne cherche pas. OK, ben voilà. Premier message d'erreur. Là, j'ai un message d'erreur parce qu'il me dit que je n'ai plus de RAM disponible sur ma machine. C'est normal. Je vous rappelle que je suis en train d'enregistrer avec OBS, partager avec eShare en même temps, et en même temps, j'ai After Effects qui est lancé. Donc là, parce que quand on Voilà. Donc, soit vous pouvez diminuer la qualité, par exemple. De base, ça va venir alléger la RAM. Ou bien, quand vous avez ce message, ce que vous devez faire, c'est aller dans Édition. Et là, vous avez c'est Purge. Et là, vous avez l'option de pouvoir de vider le cache de la machine. Là, je clique sur Purger. Et vous voyez que j'avais 54 Go dans mon RAM qui était stocké. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous appuyez sur Play dans After Effects, vous voyez que là, j'ai rien du tout. Mais quand je vais mettre Play, j'ai une barre verte qui se charge. La barre verte qui se charge, ça veut dire qu'elle a été stockée dans la RAM de ma machine. Maintenant, ça, vous le multipliez à toutes vos précompositions. Forcément, très vite, ça peut faire beaucoup, en fait. Donc, c'est pour ça que, généralement, de temps en temps, quand ça lag, pensez à venir purger la mémoire. Ah, c'est le chat avec... Ouais, les caches et tout qui sont stockés et tout. Exactement, ouais. Donc ça, pensez à la purger de temps en temps. Et donc là, tu vois, j'ai mon animation de tremblement. Donc là, j'étais un peu vite, hein, mais tu vois, tu as l'idée, en fait. C'est juste des images clés. Également, un autre raccourci qui est important. Donc là, vous voyez que peut-être mon animation, je la trouve peut-être un peu trop espacée sur le temps. D'accord ? Donc là, vous pouvez faire un cadre de sélection autour de vos images clés. Et enfin, avec la touche Option ou Alt, en cliquant sur la dernière image clé, on peut venir les réduire de manière homothétique, comme un accordéon, en fait.
Et là maintenant, oui, j'aurai quelque chose de beaucoup plus tassé. Pour ajuster, peut-être une option. Donc là, on a juste importé le pot. On va juste maintenant également importer le couvercle. Donc là, pareil, je repasse dans mon fichier que je vais vous envoyer. Là, vous voyez, j'ai un dossier couvercle. J'ai mon couvercle.gltf. Je drag and drop. On valide. Et vous voyez qu'automatiquement, du coup, il a importé derrière. Donc si vous vous souvenez, c'est que là, moi, mon pot, au début, je suis venu le déplacer dans la profondeur pour le grossir. Donc ce que je peux faire, c'est que si je sélectionne mes deux calques, d'accord, j'appuie sur la touche P. On voit bien que la position est différente d'un calque à l'autre. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est cliquer sur nos positions de mon pot, faire CTRL-C, aller sur la position de mon couvercle, et là, je fais CTRL-V, et vous voyez qu'automatiquement, il est venu le positionner parfaitement au même endroit. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à remonter mon pot et le placer. Et donc là, maintenant, on est d'accord que j'aimerais pouvoir déplacer les deux en même temps. Que je veux pas. Exactement. Donc là, je prends mon couvercle, et là, j'ai la colonne parent et lien. Vous voyez que là, on a les colonnes mode de fusion et trackmat qui ont disparu. C'est parce que qu'il y a certains modes dans After Effects qui vont venir désactiver des effets. Comme là, je suis en mode 3D, certains effets ne sont pas compatibles. C'est normal. OK ? Donc là, je fais le lien de parenté de mon pot, et maintenant, quand je vais venir déplacer mon pot, j'ai bien les deux éléments qui déplacent en même temps. Ensuite, donc là, avant de passer à l'animation, comme vous allez tous avoir des pots et des glaces différentes, vous allez voir que dans chacun des dossiers que je vous ai fournis, vous avez tout le temps une image. Donc là, c'est l'image qui est sur... alors, tac. Alors, on verra ça après. Ça c'est l'image sur le dessus du pot. Et pareil sur mon pot, et vous avez cette image de texture. Ces images-là, du coup, en fait, si vous les ouvrez dans Photoshop, et que là, vous venez la modifier, vous faites ce que vous voulez, vous l'enregistrez, automatiquement, vous voyez que là, automatiquement, cela s'est mis à jour dans After Effects. Donc, du coup, là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller récupérer des images de texture. Et en fait, ah oui, petite parenthèse également, c'est que là, si vous faites ça, par exemple, vous voyez que là, j'ai fait un command-click sur mon calque pour sélectionner tout. Si là, je fais command Shift F5, qu'on remplit avec vos couleurs. Voilà, on va mettre du bleu. On valide. Vous voyez que donc là, si je sauvegarde, automatiquement, alors, que je repasse. Alors oui, sauvegarder comme S. Voilà, on repasse dans After Effects. Vous voyez que l'expérience, elle va à jour. Donc là, l'idée maintenant, pour vous afficher vos gammes de pots, l'idée, c'est que vous allez remplacer cette image-là par votre texture. OK ? Donc pour moi, pour ne pas vous embêter, techniquement, ça va être que cette image-là que vous remplacez. Toutes les informations de packaging, ça, c'est pas important, quoi. Donc là, ici, vous mettez vraiment le nom de votre glace, de vos éléments, etc. OK ? Et donc, du coup, ah oui, également, ce que je veux dire, c'est que ne remplacez pas la partie ici, là. Vous voyez là, le papier qui est décollé, sans fiche. Parce que techniquement, c'est comme c'est le col, elles sont superposées dans le logiciel 3D, en fait. Donc voilà, vraiment, c'est toute cette partie-là. Tout ce que vous mettez ici, automatiquement, ça va se mettre à jour dans After Effects. Et donc, du coup, pareil également avec le pot, le couvercle, excusez-moi. Vous voyez que là, on a l'image. Et si je l'ouvre dans Photoshop et que là, je vais venir la modifier, on sauvegarde. Quand je vais venir repasser dans After Effects, vous voyez que ça s'est mis à jour. Et là, c'est juste que j'ai oublié de sauvegarder ici. Pour se met à jour, ça passe. La texture, même sur Photoshop, après dans Blender, en fait, c'est quand on a dans Blender, j'ai fait mon pot en 3D. Et comme c'est une texture externe qui est importée, automatiquement, du coup, il la considère comme un fichier externe, en fait. Et c'est là où je vous parle des trois fichiers. C'est qu'en fait, le fichier bin, ça va être un fichier JSON qui va contenir, du coup, toutes les positions de tous mes points de modèle 3D. Et il sait que sur telle sélection, j'ai la texture qui est appliquée. Et donc, du coup, si à partir du moment où tu remplaces juste l'image de source, il faut juste qu'elle ait le même nom, en fait. Automatiquement, il va venir la mettre à jour et la remplacer, du coup, dans After Effects. Tac. Je vais juste peut-être vous les remettre clean avant de partager mes dessins.
Voilà, tac. Donc là, j'ai enlevé mon dessin et automatiquement, comme c'est un fichier externe, il va venir la remplacer dans After Effects. Pof, pof, pof. Donc là, c'est bon, il l'a remplacé. Et j'ai pas juste enregistré. On enregistre, voilà. Tac. Alors, wait. Commande E, commande S. Voilà. Il a automatiquement envoyé que la mise à jour. Donc du coup, ah oui, j'ai oublié de vous présenter ces outils. Hop, 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 hop. Donc là, depuis tout à l'heure, on est dans un calque 3D. Depuis que j'ai activé... Alors voilà. Là, ici, je suis dans un calque uniquement 2D. D'accord? Là, je veux juste vous remarquer, ce sont ces trois outils-là. Vous voyez que là, ils sont grisés. À partir du moment où vous avez un calque 3D qui est activé, comme là, ici, le calque de peau, vous voyez que ces trois outils sont activés. Ces trois icônes, c'est pour vous déplacer dans une scène en 3D. D'accord? Donc, vous avez la première icône, c'est pour l'orbite, tourner autour. Deuxième icône, ça va être pour vous déplacer, droite à gauche. Et troisième icône, ça va être pour zoomer. Et là, attention, ces icônes-là, c'est uniquement pour vous déplacer dans une scène. OK? Pourquoi je me dis ça? Ouais, voilà. Donc là, ces icônes-là, c'est uniquement pour vous déplacer dans une scène. Et vous allez vite vous rendre compte que si vous voulez animer un zoom, techniquement, vous ne pouvez pas animer un déplacement de caméra avec ces icônes-là. OK? C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que j'ai envie d'animer un zoom qui va venir zoomer sur mon pot. On peut pas sélectionner la caméra pour faire un clic. Exactement. Pour ça, justement, parce que là, on n'a pas de caméra. Ouais. Il faut juste créer une caméra. Pour ça. C'est une caméra. Donc, pour créer une caméra, vous faites juste clic droit, nouveau. Là, vous avez caméra. Et maintenant, quand je viens de créer ma caméra, si vous ouvrez les options de la caméra, là, vous voyez qu'on retrouve un transform, une position, un point d'intérêt, etc. Comme c'est un calque 3D, forcément, on a des valeurs sur X, Y et Z. Mais cette fois-ci, il retrouve la valeur de position. Je vais mettre une image clé. J'avance dans le temps. Là, je vais mettre une image clé sur ma caméra. Voilà. Donc après, la caméra, tout dépend si vous avez un mouvement global sur la scène. Tout dépend aussi de la complexité de vos scènes. Généralement, la caméra, on va venir l'animer que quand on n'a que des calques 3D pour vraiment tout déplacer en même temps. Moi, dans mon exemple, qu'on verra juste après, qui est... Non, c'est lequel? Je ne sais plus. Taille, chocolate, comparé. Voilà. Par exemple, dans cet exemple-là, comme je n'ai pas de mouvement global, c'est que le pot qui se déplace, et comme il n'y a que le pot qui est en calque 3D, je n'ai pas été obligé d'animer une caméra. Mais si, par exemple, on va voir que dans cette scène-là, si je rajoute une caméra, nouveau caméra, on valide, et que je vais venir jouer sur la position de la caméra, on va voir que tous les calques ne vont pas se déplacer. Vous voyez qu'il n'y a que mon pot qui se déplace et mes copeaux de chocolat. C'est parce que vous regardez ici, il n'y a que ces calques-là qui sont en 3D. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que ces calques qui vont être impactés par le mouvement de la caméra. Si votre calque n'est pas converti en calque 3D, il va juste le considérer comme un calque statique. Si vous voulez que tous vos calques soient impactés par le déplacement de la caméra, vous devez dans ce cas-là tous les sélectionner, tous les convertir en calque 3D, ce qui va demander plus de ressources pour la machine, comme vous voyez, qui peut également introduire quelques petits bugs. Mais maintenant, quand je vais venir du coup déplacer ma caméra, je vais bien avoir, cette fois-ci, tous mes calques qui se déplacent. Vous voyez l'idée? Donc c'est pour ça. Quand vous avez une caméra avec calque 3D, demandez-vous est-ce que ma scène est entièrement en 3D? Dans ce cas-là, je peux utiliser une caméra dans mes déplacements. Si, comme là, j'ai un cumul 2D, 3D, ça va être uniquement l'objet qui va être animé. OK? Caméra 3D n'impacte pas tous les calques. Si vous voulez la caméra impacte tous les calques, vous devez tous les convertir en calque 3D. Sinon, il va juste animer que les calques 3D. Et les réseaux vont rester statiques. Donc, c'est bien de garder ça à l'esprit. Alors, ensuite, tac, tac, tac. On va reprendre la voiture. Ah oui, c'est qu'on va passer au... Ah oui, on va finir avec le pot. Voilà, tac. Donc là, j'ai mon pot. La caméra, pour l'instant, on va juste venir l'enlever. Parce que moi, je vais avoir une scène qui va être statique. Donc là, je vais juste venir ajuster mon pot pour le mettre dans la bonne perspective, la bonne position, à peu près comme cela. Donc du coup, moi, je veux l'animation de mon couvercle qui se déplace. Donc pour ça, tout simplement, je vais venir sélectionner mon couvercle, afficher les valeurs de transformation, en l'occurrence la position, et également la rotation, parce que je veux qu'il tourne un peu. Donc là, j'ai rotation ici. Donc là, en fait,
petite parenthèse encore une fois. Quand vous avez un calque 3D, vous allez avoir les valeurs de rotation en double. OK ? Vous voyez que là, j'ai orientation et j'ai rotation. La seule différence, c'est que avec l'orientation, je ne peux faire qu'une rotation, comment expliquer ça ? C'est-à-dire que je ne peux animer mes valeurs que de 0 à 360. Si je veux faire un tour, ça ne va pas marcher. Donc, par exemple, imaginons que j'ai envie que là, mon couvercle, il tourne comme ça sur lui-même, à l'infini. OK ? Donc, forcément, je vais mettre une première image clé sur l'orientation. J'avance un peu dans le temps. Et là, je vais venir, du coup, augmenter la valeur. Mais si vous regardez la valeur, regardez là, elle est à 141, elle va passer à 360 et elle repart à 0. Et vous voyez que là, automatiquement, quand je vais play, il ne fait même pas un tour. Parce que l'orientation, vous avez à avoir les 3 axes, X, Y et Z, mais une valeur finie qui va de 0 à 360. Pas plus, pas moins. Si vous voulez faire des tours complets sur un calque 3D, ça va être les valeurs qui sont juste en dessous. Vous voyez que là, on a chaque axe qui est séparé. Et comme pour un calque 2D, on retrouve justement le nombre de tours et le degré. Et donc là, si vous voulez faire quelque chose qui tourne en 3D, plutôt que d'animer l'orientation, ça va être l'axe en question que vous allez animer directement. Donc par exemple, moi j'ai envie qu'il tourne sur X. Donc là, je mets une première image clé sur X. Et là, je peux mettre ici, définir le nombre de tours. Donc je veux qu'il fasse 2 tours, par exemple. Et là, maintenant, vous voyez qu'on a bien l'élément qui fait 2 tours sur lui-même. C'est-à-dire que ça qui est un peu relou, justement, ouais. Donc là, on peut faire une animation plus complète. Ouais. Et peut l'emporter de Blender, enfin, une tête d'animation finie. Oui, tu peux l'apporter depuis Blender, mais le problème, c'est qu'après, depuis Blender, tu vas devoir faire... Enfin, depuis Blender, tu peux que exporter une séquence d'images. Ok. Parce que ce sera la même chose que... Ouais, voilà. Mais comme c'est une séquence d'images, tu n'as pas la profondeur. Là, on verra que c'est intéressant d'avoir les modèles 3D ici directement, parce qu'après, on peut venir jouer avec la profondeur. Ok. Par exemple, donc là, on va juste finir l'animation du pot. Donc, une image clé sur la position. On avance dans le temps. On a mon pot qui sort du champ comme cela. On va lui mettre une petite rotation en même temps. Donc là, sur orientation, hop, on va venir faire tourner un peu, voilà, comme ça, comme ça. Vous voyez, là, ça fait du coup mon pot qui sort du champ. Tac. Et donc là, peut-être il va pas assez loin. Donc là, je peux le déplacer un peu plus, comme cela. Et vous voyez que là, du coup, j'ai la première animation du pot qui sort. Ouais. Ouais, c'est Diabolity, normalement, là, si on essaie de faire un rendu, Ouais. c'est mais les droits, totalement. Ah non, il va rendre l'objet 3D. Non, je parle global. Genre, là, par exemple, la scène finie, là, on fait un rendu. Ouais. S'il n'y arrive pas avec normalement mettre tout ce qui n'est pas vernet ou... Ah si, on peut mettre des lumières après. Ouais, parce que s'il y a 0 lumière dans la scène, en fait, c'est... Si, de base, comme là, on est dans After Effects, dans le mode de rendu, il y aura une lumière qui est logicielle. Tu vois. Et c'est voilà, c'est la lumière qu'on voit ici, tu vois. Ce qui fait que là, on a l'éclairage qui vient de là et qu'on a un autre qui va sur le côté. Ok. Si tu veux modifier ça, tout simplement, si tu fais clic droit, et là... Ok, non. Non, là, il faut juste apporter une lumière. Tu vois, donc quand je fais nouveau, ici, j'ai light. Et quand j'apporte une lumière, donc là, on a différents modes. On va laisser en mode point. Là, le mode point, c'est une lumière de proximité. Donc là, elle est juste... Alors, je voulais pas faire ça. On va le voir juste après. Tac, tac, tac. Clic droit, switch to view, custom view. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, si je fais ça. Là, c'est que ma lumière, tu vois, elle est très loin dans le plan. Si je la rapproche devant, voilà. Là, on a une lumière physique qui vraiment impacte ma scène. Ça, c'est vraiment une source d'émission. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que si j'ouvre les paramètres de ma lumière, dans lumière light option, tu vas avoir différents modes. Là, on a une lumière de point. Moi, ce que je veux, c'est une lumière d'ambiance. Et tu vois que la lumière d'ambiance, justement, j'ai bien pouvoir du coup jouer son intensité et réajuster ça. Tu vois, par exemple, pour donner un peu plus flat et donner un peu plus de volume. Ok. Également, après, du coup, tu as plein de lumières. Toi, ce que tu parles, c'est l'ARA, c'est la spot, la lumière spot. Oui. Donc là, avec la spotlight, toi, je peux venir ajuster tout ça. Hop, hop, et ça, on va voir. Donc là, j'ai une lumière spot. Maintenant, cette fois-ci, c'est elle qui drive la lumière. En fait, de base, tout le temps, il y aura une lumière de base qui est définie. Mais après, à partir du moment où on crée une lumière, ça va venir supprimer les paramètres de base par tes paramètres à toi. Ok. Si sur le Blackshot, on veut faire un dégradé de couleur, par exemple, on peut modifier les couleurs de la bête.
Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, là, j'ai la couleur qui est blanche et j'ai bien une image clé qui est devant. Donc, ça veut dire que je peux très bien mettre une lumière rouge au début, avancer dans le temps. Et là, ma lumière, je peux la repasser en blanc. Et automatiquement, tu vas bien faire l'interpolation. Ok, très bien. Et après, justement, en termes de lumière, parce que là, on peut mettre une lumière. Moi, généralement, quand je suis sur After Effects, j'évite de jouer avec des lumières. J'ai plutôt mettre juste une lumière ambiante pour donner un rendu flat. Parce que tout dépend aussi dans quel rendu s'inscrit votre objet 3D. Et si on prend par exemple cet exemple que j'ai fait, celui-ci. Tu vois là, par exemple, toi, on n'a pas la lumière sur mon pot. C'est parce que sur le pot, tu vois, j'ai mis une lumière point light et j'ai mis en mode ambiante, je crois. Tu vois, ambiante, toi. Tu vois, j'ai diminué son intensité. Parce que de base, chez la désactive, de base, on a pareil, la lumière globale liée au projet, liée à ma scène. Et quand je la réactive, comme je disais, c'est cette lumière-là qui va venir prendre le dessus, en fait. C'est que oui, on ne doit pas tuer les... Si, Quand ça rend une 2D, c'est compliqué de jouer avec la lumière pendant le 3D. non, du tout, non. C'est très simple. Après, tout dépend du style de rendu qu'on veut faire, en fait. Voilà, il y a des rendus qui vont être faits entièrement en 3D avec des lumières dans After Effects. Là, comme moi, j'ai un rendu quand même assez flat. À part peut-être, toi, il y a une petite ombre très légère. Je trouvais que l'ombre de base d'After Effects était trop dense, en fait. Donc, je suis venu tout aplatir. Et après, par-dessus, ça, on le verra demain, peut-être, on peut mettre des effets supplémentaires, comme un light sweep, pour faire un effet de lumière. Pour vous montrer rapidement. Effet light sweep. Oui, je fais le light sweep, ça c'est un effet qui est intéressant. Par exemple, on va l'appliquer sur la vache. Tu vois, le light sweep, il va venir faire un petit effet, un dégradé de lumière en fait. De toute façon, dans les motions, quand un objet il tourne, il y a un côté shiny qui apparaît, comme un petit reflet. Bah, plutôt qu'utiliser la lumière, on peut avoir des calques directement, des calques d'effets qui vont être dédiés à ça, tu vois. Ça peut être une solution. Juste, voilà, pour finir avec le pot. Donc là, moi, j'ai mon pot qui s'ouvre. Maintenant, j'ai mon pot qui s'ouvre. Le problème, c'est que il est vide. Donc pour ça, j'aimerais rajouter de la glace à l'intérieur. C'était où? Avant, c'était dans mon autre fichier. Tac, tac, tac. J'ai vu. Et je dois avoir une image de glace qui traîne quelque part. Alors, elle est dans Asset. Je vais mettre Asset. Elle est là, je crois. Ah, celle-ci. Oui, je crois. Ouais, c'est celle-ci. Ouais. Tac, tac, tac. Donc là, vous voyez, j'ai une image de glace, un pot de glace classique. Donc là, ce que je vais faire, j'aimerais juste pouvoir isoler la glace. Donc, je vais juste prendre ma plume. Et donc là, très rapidement, on va venir hop là, isoler tout ça. Donc là, faire un masque autour de ce que je veux garder. Donc, je ne suis pas très précis, hein, ne m'en voulez pas. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, hop. Là, ouais, j'ai fait juste un masque autour de ma glace. Et j'aimerais du coup mettre cette glace dans mon pot. Donc pour ça, juste, si je convertis ce calque en calque 3D, donc automatiquement, des fois, il me le met un peu à droite, à gauche. Hein. Je vais venir du coup le repositionner ici. Donc là, juste avancer un peu dans l'animation. Donc là, vous voyez que la glace, elle est juste derrière le pot. Donc je peux venir prendre la flèche bleue qui correspond à la profondeur, le rapprocher vers moi, jusqu'au moment où ça va venir passer à travers le pot. Donc là, je suis encore trop derrière. On avance. Voilà. Vous voyez que plus j'avance, plus ça rentre dans le pot, en fait. Donc, je vais venir la mettre au milieu. Diminuer son échelle. On va juste venir, hop là, ajuster ça. Comme cela. On réduit comme S. On remonte. Et on étire un peu. Tac. Oups. Et vous voyez que là maintenant, je peux avoir cette sensation que j'ai ma glace dans mon pot en fait. Donc là, soit deux options. Vous voyez que quand le couvercle est fermé, ça dépasse. Donc soit je peux reprendre ma glace et faire un masque pour cacher le dessus au fur et à mesure que le pot s'ouvre, ça évite ma glace. Ou bien, je peux également choisir peut-être d'animer ma glace sur la hauteur. C'est-à-dire que quand le couvercle est fermé, j'ai la glace qui est un peu plus basse. Et comme j'ai mon pot qui s'ouvre, en fait, j'ai la glace qui remonte. Donc après, c'est juste une histoire de timing pour ajuster ça. Oui, que là, ça donne l'impression.
d'après une solution. Et après, du coup, on va finir là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les copeaux de chocolat qui rentrent dans ma glace juste ici. Tac, voilà les copeaux de chocolat. Donc, pour ça, simplement, tout ce que j'ai fait, on va le reproduire. Hop, 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 hop. Faux master, tac, tac. Donc là, j'ai juste 2 copeaux de chocolat. Et voilà, j'ai des éclats de chocolat, ok. Donc, ces deux-là, maintenant, j'aimerais avoir, du coup, plein d'éclats de chocolat qui viennent et qui tombent dans mon pot. Ok. Donc là, le problème qui dit beaucoup d'éléments, dit que je vais venir les dupliquer 10, 20, 30 fois, etc. Donc ça risque d'être vite le bordel. Du coup, pour ça, toujours, en fait, ayez la bonne logique. Si c'est un élément qui est animé, qui est à part, enfermez-le dans une précomposition, animez-le à part, comme pour la voiture, et après, importez la précomposition. D'accord. Donc là, je sélectionne mes 2 copeaux de chocolat. Clic droit, je vais venir faire une précomposition. On va les appeler chunks pour les bouts de chocolat. Là, j'ai bien un groupe qui contient uniquement mes 2 bouts de chocolat. Donc là, comme c'est une animation qui va être en hauteur principalement, je peux venir faire clic droit, paramètres de composition et modifier la hauteur. Voilà, comme cela. Ensuite, je vais venir mettre au début de mon animation, appuyer sur P, et on va les mettre au début en dehors de l'écran. On descend, et du coup, ils vont venir descendre en bas, comme cela. Donc là, j'ai juste une animation, rien de bien extraordinaire, de mes carrés, mes bouts de chocolat qui se déplacent vers le bas. Donc là, elle est peut-être un peu lente. Et voilà, on va venir l'accentuer un peu, voilà, comme ça. Alors pareil, vous voyez que là, j'ai ma rame qui revient de sauter. Ouais, parce que là, en plus, le problème, c'est que comme j'enregistre, j'ai OBS qui, en plus, remplit ma RAM et After Effects en même temps qui cherche la place. Donc, les deux sont en conflit, là. Donc là, j'ai bien mes carrés qui se déplacent du haut vers le bas. Donc là, peut-être pour leur rajouter un peu de variation, rien ne m'empêche de venir, comme j'ai bien une image clé de début et de fin, je peux me mettre au milieu et venir le déplacer. Automatiquement, comme on a vu, il va venir me créer une image clé. Donc là, je vais venir reproduire l'action 2-3 fois, comme ça. Et mine de rien, en fait, dans le mouvement, ça peut donner l'impression que mes éléments, justement, s'entremêlent, en fait, qui tombent. Donc là, peut-être qu'on peut varier un peu la rotation. Ensuite, je vais venir dupliquer tout ça. Et à chaque fois, je vais venir, du coup, les décaler un peu dans le temps. Comme ça. Et après, juste, je vais venir créer à chaque fois un peu de variation pour créer un peu de diversité dans mon animation, comme cela, comme cela. Donc là, vous voyez, j'ai bien les premiers, j'ai les deuxièmes. Et après, rien ne m'empêche de faire un commande D pour dupliquer. Et je repasse au-dessus. Je les décale un peu dans le temps. Et comme ça, vous voyez, j'ai bien plein d'éléments qui s'enchaînent. Donc l'idée, c'est quand même d'y passer un peu plus de temps. Vous voyez que là, j'ai quand même quelque chose qui commence à être intéressant. Ensuite, comme on a vu ici en haut, on a bien les liens de parenté. Du coup, je peux repasser dans la précomposition principale. Ici, on va retrouver du coup les groupes avec tous mes bouts de chocolat qui tombent. Donc, je vais venir du coup cette fois-ci placer ça ici, comme cela. On va réduire un peu leur échelle. Hop là, comme cela. Et vous voyez que déjà tout de suite, ça peut donner l'impression de mes bouts de chocolat qui vont venir tomber dans mon pot. Donc là, peut-être, le problème que je vais avoir, c'est que, imaginons que quand j'ai ces bouts de chocolat qui tombent, je voudrais que mon pot il se mette à trembler. Donc du coup, je vais être obligé de faire un lien de parenté de mes bouts de chocolat vers le pot. Comme ça, quand je vais venir déplacer mes bouts de chocolat vers le pot, comme ça, quand je vais venir déplacer mon pot, je vais avoir mes bouts de chocolat qui se déplacent. Là, vous voyez que j'ai un petit problème. C'est normal, parce que je suis venu lier mes bouts de chocolat, qui est un calque 2D, à mon pot, qui est un calque 3D. Du coup, forcément, il aura des petits problèmes de parenté. Pour corriger ça, tout simplement, je vais juste venir convertir le groupe qui contient les bouts de chocolat en calque 3D. Donc forcément, au début, il va vous afficher quelque chose de bizarre. Vous voyez que là, c'est n'importe quoi. C'est parce que After Effects est capricieux. C'est-à-dire que dans un premier temps... Ah oui, non, c'est vrai. Putain, fais chier. C'est normal. C'est que comme, depuis tout à l'heure, on n'a pas de caméra, je joue avec ces calques-là pour me repositionner dans ma scène. OK ? Mais comme je viens me repositionner dans ma scène, ça veut dire que l'origine n'est pas visible dans la précomposition. C'est-à-dire que là, l'origine de ma scène, il est quelque part par là, par exemple. OK ?
Donc c'est pour ça que quand je les convertis en calque 3D, il me les met dans tous les sens. Vous pouvez peut-être corriger ça. Comme pour le couvercle, on veut juste que mes calques soient alignés l'un sur l'autre. Okay, donc si je prends la valeur de position de mon pot, je fais un CTRL-C. Pareil, CTRL-V sur mon chunk. Pareil sur la rotation, CTRL-C, CTRL-V. Pareil sur l'échelle aussi, CTRL-C, CTRL-V. Là, normalement, vous voyez que là, mon calque, il a retrouvé une position qui est plus gérable. Là. Et là, maintenant, je peux venir, du coup, cette fois-ci, le réajuster. Donc, pensez des fois, souvent, à venir dupliquer les valeurs sur le calque que vous voulez cibler pour ajuster tout ça. Et donc là, je peux juste venir réduire un peu son échelle, diminuer sur la hauteur, comme ça. Et là, maintenant, l'intérêt, c'est que quand je vais venir, du coup, animer mon pot, bah, j'ai bien tout qui est lié en même temps. Donc là, avec le problème, c'est que c'est encore trop en arrière. Donc, si vous vous souvenez, dans P, ici, on a la profondeur. Donc là, je vais venir lui dire de me le rapprocher. Hop là. Voilà, comme ça, là, on est dans le pot. Et après, je vais venir réduire son échelle. Tac, tac, tac. On va réduire encore. Hop là. J'ai trop réduit. Tac, tac, tac. Et donc là, maintenant, j'ai bien mes pots qui viennent tomber dans mon chocolat. Et l'intérêt, c'est que comme tout est lié, bah, si par exemple, là, j'aimerais voir un peu plus ce qui se passe en haut, je peux réduire l'échelle de mon pot. Et automatiquement, j'ai bien mes bouts de glace, mes bouts de chocolat qui tombent. Donc là, pareil, même problème, c'est que j'ai pas fait de lien de parenté de ma glace vers mon pot. Là, vous voyez qu'il y a écrit Node. Si je lis les deux maintenant ensemble, quand je vais venir déplacer mon pot, j'aurai bien tout qui se déplace en même temps dans la scène. Donc là, maintenant, je peux venir du coup réduire un peu son échelle, comme cela, pas vraiment, hop là. Au moment où ça commence à rentrer, j'aimerais que ça commence à trembler. Donc là, dans rotation, on va mettre des images clés, on avance un peu. Quoique, on va vivre, mais ouais, comme ça. Donc là, c'est sur X, j'avance un peu, on met une petite rotation, on avance un peu, petite rotation. Le raccourci, si vous voulez, ça va être commande, contrôle, flèche de droite, flèche de gauche. C'est pour vous déplacer d'image clé en image clé. Enfin, de frame en frame, pardon, excusez-moi. Donc là, j'avance de quelques frames. On réajuste la rotation. On avance de quelques frames. On réajuste la rotation. Et donc là, vous voyez que là, on revient au début. Tac, tac. Donc là, hop, sur mes plays. Ok, j'ai ma RAM qui est en train de crever, je crois, là. Tu avais combien en 5 bouts 32. Ah oui, ok. Mais pareil, là, comme je suis en intégrale, du coup, forcément, il bouge plus de place dans la RAM, tu vois. Et après aussi, comme j'ai pas optimisé OBS, du coup, j'enregistre en fonction de ma résolution d'écran, alors que je peux downsize lors de l'enregistrement. Et en plus, ce qui fait que là, il y a le e-share, comme c'est pas un câble HDMI qui est branché, il y a ça aussi qui booste la RAM pour partage d'écran, en fait, comme c'est sur le réseau. Et ça n'est pas bon, parce qu'on est dans le vent, c'est la même chose. Pas trop de ça. Je sais que sur mon PC, j'ai 128 en RAM et tout. Et c'est vite rempli aussi. Ok.